Maintenant, malheureusement, est quasiment Monsieur Pozzo di Borgo. Pestiféré par les médias. Je vous donne la parole. Merci d'être venu. Pozzo di Borgo. Bonjour à tous. J'étais sénateur, on ne peut pas trop habitué au règlement comme ça, mais je suis venu parce que je considère que c'est important. Et puis je considère que ce que fait François Asselineau, c'est un de ceux qui analyse le mieux la situation. Alors moi-même, quand j'étais sénateur, c'est moi qui ai fait tous les rapports sur les relations Union européenne-Russie, c'est moi qui suivais la Russie, c'est moi qui suivais l'Ukraine. Parlez plus fort. Je dis quand j'étais sénateur, c'est moi qui suivais la Russie, c'est moi qui suivais l'Ukraine. J'ai rédigé de nombreux rapports sur les relations Union européenne-Russie. J'étais même avec le président Hollande à Moscou quand il a négocié les accords de Minsk. Je suis allé en Crimée, j'ai fait beaucoup de voyages, je connais bien ces deux régions et je sais ce qui s'y passe et la réalité. Alors, c'est quelque chose, si vous voulez, évidemment que le narratif de nos médias classiques ne reprendra pas, mais je voudrais faire dans toute cette histoire, qui est une histoire où la responsabilité de cette guerre revient d'abord aux Américains, revient à l'Union européenne, revient à Zelensky et revient aussi aux Russes. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas les Russes les seuls responsables de cette guerre. Et aujourd'hui, je voudrais faire juste deux remarques. La première pour vous dire, alors beaucoup ne sont pas nés, sont nés après 1945, que nous sommes un continent. Nous sommes le continent européen. Et que le continent européen, il va de Brest jusqu'à Vladivostok. Mais ce qui se passe depuis la guerre, il y a un concept de géopolitique qui s'est imposé à nos élites, qui s'est imposé à la politique, qui s'est imposé à un narratif de nos journaux, qui est de dire la priorité de la géopolitique européenne et française, c'est le lien transatlantique. Or, ce concept de lien transatlantique, c'est 80 ans de soumission. Et moi, depuis toujours, je dis, remplaçons le lien transatlantique par le lien continental. Deuxième remarque que je voudrais faire. Quand il y a une guerre, c'est le peuple qui meurt. Quand il y a une guerre, ce sont les femmes qui sont les veuves. Quand il y a une guerre, ce sont les enfants qui sont orphelins, comme actuellement en Ukraine. Quand il y a une guerre, c'est vous, les Français, les Ukrainiens qui meurent. Ce n'est pas ceux qui décident la guerre. On ne vote jamais pour une guerre. En France, nous sommes en guerre depuis 3 ans avec la Russie. On a ce qu'on appelle l'article 35 de la Constitution, qui implique que le Parlement, puisqu'on ne fait pas de référendum, décide la guerre. Depuis 3 ans, nous sommes en guerre avec la Russie. Jamais cet article a été appliqué. Je prends les Ukrainiens. Les Ukrainiens, si vous voulez, qui sont en guerre depuis 2014. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre les Ukrainiens de Kiev, qui bombardaient les gens du Donbass. C'est comme si nous, à Paris, nous bombardions les gens du Languedoc-Roussillon ou de Côte d'Azur pendant presque 5 ans. C'était la guerre. Et les Ukrainiens en avaient assez. Ils avaient un président qui s'appelait Porochenko, en 2014, qui était aux mains des Américains, qui organisait le bombardement sur le Donbass. Il y a eu 15 à 000 morts, d'enfants, de femmes, de Russes. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine n'est pas un pays, c'est une création artificielle. Il y a d'un côté l'Ukraine classique et d'autre côté il y a ce qu'on appelle les régions russes, qui avaient été rajoutées par Staline dans les années 30. Et les Ukrainiens, je reprends cette histoire, en 2019 ont une élection. Ils en avaient assez de cette guerre larvée qu'il y avait chez eux. Et dans cette guerre larvée, ils ont eu marre. Ils ont voté contre Porochenko, qui faisait cette guerre, qui a obtenu 10%. C'était en mai 2019. Et ils ont voté pour Zelensky, parce que Zelensky avait promis de faire la paix, parce que Zelensky avait promis d'appliquer les accords de Minsk. Et ils ont voté à 70%
pour Zelensky. Et les 40% de pro-russes de l'Ukraine ont voté pour Zelensky. Et tous les électeurs russes du Donbass et autres ont voté pour Zelensky pour faire la paix. Et c'était en mai 2019. Et en décembre 2019, qu'est-ce que c'est les accords de Minsk? Les accords de Minsk, c'est tout simple. C'est un accord qui était fait entre les gens de Kiev et ce qu'on appelait les séparatistes, qui a été adopté par les 28 pays du Conseil européen en février 2015. Et il y avait deux pays qui étaient les parrains, trois pays qui étaient les parrains de cet accord de Minsk. La France, l'Allemagne et la Russie. Et le président Macron fait son travail. En 2019, il réunit à Paris, en décembre 2019, 6 mois après l'élection de Zelensky qui avait été élu pour faire la paix, pour faire appliquer les accords de Minsk, il réunit Poutine, Zelensky, Merkel et lui. Donc les 5 responsables des accords de Minsk. Et le président Macron fait son travail. Et il dit à Poutine, est-ce que vous allez appliquer les accords de Minsk? Et Poutine lui dit oui. Et il dit à Zelensky, est-ce que vous allez appliquer les accords de Minsk? Et Zelensky dit non. Et quelques temps après, il dit, je veux reprendre la Crimée et je vais faire la guerre et c'est moi, je vais attaquer la Russie. C'était 2019, décembre 2019. Et d'ailleurs, le président Trump a bien dit que le responsable de cette guerre, essentiellement, c'était Zelensky. Et dans cette guerre, je crois qu'il faut bien qu'on entre en jeu. On ne s'est pas rendu compte que la Russie, prenez un exemple, l'OTAN, c'est 32 pays et 1300 milliards par an de budget militaire, en gros. Quelques variantes. 1300 milliards de budget militaire. La Russie, c'est un pays qui a 108 milliards de budget militaire. Et il y a eu cette guerre. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est depuis déjà 5-6 mois pour ceux qui connaissent les choses, la Russie a gagné la guerre contre l'Union européenne, contre l'OTAN et contre les États-Unis. Elle a gagné la guerre. Elle a gagné la guerre, c'est comme ça. Mais Trump, quand il est arrivé, il a compris que l'OTAN avait perdu. Il a compris que les États-Unis avaient perdu. Il a compris que l'Union européenne avait perdu. Et il a dit la chose qu'il faut faire, c'est la paix maintenant. Et c'est pour ça qu'il veut faire la paix. Et que fait l'Union européenne, qui a été construite pour faire la paix entre la France et l'Allemagne, pour faire la paix dans l'Europe? Eh bien, l'Union européenne, elle veut continuer la guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le président Macron et tous ces pays. Ils veulent continuer la guerre. Et pourquoi ils veulent continuer la guerre? Pourquoi ils veulent continuer la guerre? Évidemment, quand ils disent la Russie va attaquer, combien de fois moi je suis à la Russie? Combien de fois je suis à la Russie? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous, en Europe? Nous, on a 11 fuseaux horaires. On travaille avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie et tous les pays du monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, me dit. Moi je me souviens, avec quelques parlementaires, on avait rencontré le président Poutine, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi en Europe? Déjà, quand les gens du Donbass sont venus venir en Russie, je dis non, vous restez en Ukraine. Moi, je ne vous veux pas. Je ne veux pas aller en Ukraine. Et c'est pour ça que j'ai fait les accords de Minsk. C'est ce qu'il a dit. Que voulez-vous qu'ils viennent? Comment peut-on imaginer que les chars russes vont débarquer à Paris? Je crois d'ailleurs qu'il y a un humoriste qui a dit, ils ne viendront pas à Paris parce que la gestion d'Hidalgo de la circulation fait qu'ils auront peur de venir. Ça, c'est là. Ça, c'est vrai. Mais ce que l'on constate, si vous voulez, s'il n'y a pas de risque de guerre, sauf que le problème, c'est quand a commencé la guerre en Ukraine, les Européens ont mis, vous savez quel est le pays qui a eu le plus de sanctions au monde? C'est l'Iran. 5000 sanctions. Et vous savez combien les Européens ont mis de sanctions à la Russie? 30 000 sanctions. Mais quand on fait des sanctions à un pays, ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que l'économie maintenant européenne et française, vous allez le voir bientôt, parce que l'État est même au bord du précipice en France au niveau économique. L'économie européenne et l'économie française est très en difficulté, parce que d'abord, l'économie c'est quoi? C'est l'industrie. Et l'industrie c'est quoi? Ben, c'est le gaz, c'est le pétrole. On avait du gaz qui arrivait pas cher de Russie, très bon et pas cher, et bien maintenant on ne peut plus acheter du gaz de Russie. Alors, on achète du gaz interbanné, ça fait du gaz russe. On achète du gaz hindou, ça fait du gaz russe. Sauf que de payer un prix normal, on le paye 3-4 fois plus cher. Pareil pour le U. On interdit le gaz. On a beaucoup de gaz de schiste en Europe, mais on l'interdit. Alors par contre, les Américains nous vendent le gaz de schiste américain qui est 4 ou 5 fois plus cher que le gaz russe, qui est bien meilleur que le gaz.
Voilà la situation dans laquelle on est. Et le problème, pourquoi actuellement ces gens qui se réunissent aujourd'hui avec Macron et avec Merz et avec Steiner, ils se sont rendus compte qu'avec ces sanctions, ils ont provoqué une crise économique en Europe qui ne fait qu'arriver. Je viens de vous regarder que ça va être très dur pour nous. Et ils disent, on va faire comme on l'a fait aux États-Unis, et c'est vrai qu'aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays qui est puissant économiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont bâtis sur leur industrie militaire, et que depuis 1945, ils sont en guerre tout le temps. Ils ne font pas des guerres pour gagner, ils font des guerres pour faire fonctionner leur complexe militaro-industriel. Et le problème, c'est que nos dirigeants actuels se rendent compte qu'il y a eu un échec terrible avec ces sanctions. Eh bien, ils disent, nous allons faire la guerre pour relancer l'industrie militaro-industrielle européenne. Voilà. Alors, le seul problème, c'est qu'ils décident de mettre 800 milliards. Il faut savoir que si les 800 milliards, 61% de ces 800 milliards, on achète du matériel américain. Vous avez les Polonais qui disent à tout prix faire la guerre. La dernière fois, je ne veux pas dire qui j'étais pour ne pas le gêner, mais il me dit, vous comprenez, nous on veut acheter des chars européens, mais il n'y a rien en étagère. Ça veut dire en étagère, dans le langage ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de chars. Je leur ai dit, oui, mais les avions, il y a Dassault, on a les meilleurs avions du monde, Dassault. Nous, pourquoi vous n'achetez pas Dassault? Ah, bon, il est tout embêté parce qu'il achète des avions américains, c'est tout. Et le problème, si vous voulez, que cette relance de l'industrie militaire européenne, qui est sur le principe une bonne chose, on est complètement encore dépendant de l'industrie. Alors, je vais juste terminer, c'est un peu long, je vais juste terminer en disant, on a la chance d'avoir un Trump, pourtant moi je suis centriste, c'est pas ma tasse de thé, mais qui a compris qu'il avait perdu la guerre, qui a compris que la paix c'était nécessaire, et qui a compris que les États-Unis ne pouvaient plus continuer à faire la guerre comme ils le font. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Yves Pozzo di Borgo pour cette analyse que je partage tout à fait. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'on a appris là, il y a quelques heures, c'est que le Danemark, qui est fâché contre Trump, puisque Trump veut mettre la main sur le Groenland, qui est une colonie du Danemark, le Danemark a dit qu'ils allaient quand même acheter des F-35 américains aujourd'hui même, alors même qu'ils sont en conflit avec Trump. Ça montre la vassalisation des pays d'Europe à l'encontre des États-Unis. Merci Alexis Poulain qui nous a rejoints.